12 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Quand l'ONU viole ses propres textes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ça doit interpeller chaque citoyen du monde, chaque citoyen épris de la justice. Il ne s'agit pas de ceux qui se cachent derrière le masque, ceux qui prétendent être des légalistes ou des démocrates et qui assistent injustement à la violation de tous les textes de lutte contre le terrorisme. Nous avons jugé nécessaire d'évoquer 4 résolutions qui sont violées, qui sont piétinées, et ce sont des résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les 4 résolutions, nous avons en première position la résolution 1373, prise en 2001 par le Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième résolution que nous citons ici, elle date de 2005. Et c'est la résolution 1624. La troisième résolution dont nous allons évoquer ici, c'est la résolution 2368. Elle a été prise en 2017. Et la quatrième et dernière résolution que nous allons évoquer dans le cadre de la présente émission, il s'agit de la résolution 2462 qui a été prise en 2019. Les 4 résolutions vont nous permettre de découvrir c'est quoi, nous découvrir davantage. Chacun de nous a déjà une idée c'est quoi l'ONU, qui pour nous aujourd'hui c'est une coquille vide, mais il faut le confronter aux faits. Puisqu'il y a certains, pour cacher leur forfaiture, de continuer à soutenir des impérialistes contre des pays africains qui évoquent souvent des questions qui ne tiennent pas debout, nous parlant de l'égalité haute. Qu'ils sachent que le fameux droit international n'existe que pour les plus forts. On ne touche pas à l'un de leurs alliés. Et comme l'avait dit Emmanuel Macron, ce monde, c'est une jungle où nous avons des carnivores et des herbivores. Selon Emmanuel Macron, et ils doivent être des carnivores. C'est la même chose. L'ONU, ça fonctionne comme ça. La première résolution, qui est la résolution 1373, qui a été prise en 2001. Demandez-vous pourquoi elle a été prise en 2001. Parce que vous vous souvenez des attentats du 11 septembre 2001? Ce sont des attentats qui ont eu lieu aux États-Unis. D'accord. Attentats du 11 septembre 2001. Puisqu'il y a des citoyens de l'oncle Sam, des citoyens américains qui ont perdu leur vie. Donc il fallait tout de suite que le Conseil de sécurité prenne une certaine résolution pour essayer de justifier toutes les opérations américaines qui vont suivre après. Donc un citoyen américain, selon eux, ne mérite pas du tout de perdre la vie et que le Conseil de sécurité des Nations Unies reste bras croisés. C'est dans ce cadre qu'en toute urgence, la résolution 1373 a été prise en 2001 et lisons un peu le contenu de cette résolution. Elle exige des États membres, c'est le contenu de cette résolution, elle exige des États membres qu'elles préviennent et répriment les actes, le financement des actes terroristes. Ça, c'est la première expression que nous retenons. Deuxième expression, que les États membres s'abstiennent d'apporter un soutien à ceux qui sont impliqués dans le cadre des actes terroristes. Donc, il est exigé à tous les États membres des Nations Unies de prévenir, si vous avez les moindres soupçons, prévenez, et de contribuer, c'est une obligation, c'est une exigence, de contribuer à réprimer le financement des actes terroristes. Et surtout, de n'apporter aucun soutien à ceux qui sont impliqués dans le cas des actes terroristes. Ils ont pris ça, cette résolution a couvert, malgré les refus des Nations Unies d'autoriser l'intervention contre l'Irak, malheureusement, cette résolution mal interprétée n'a pas épargné l'Afghanistan. Vous vous souvenez que les Américains avaient demandé aux talibans à l'époque qui étaient au pouvoir de rendre surtout Ben Laden. Mais les talibans avaient tout simplement demandé suffisamment de preuves. Ils n'ont pas entendu cela, ils sont passés à l'offensive et l'Afghanistan est devenu ce que vous et moi nous connaissons. Et plus grave encore, l'Afghanistan, on a fait passer ceux qui étaient au pouvoir, déjà les talibans, qui d'ailleurs étaient arrivés au pouvoir en empêchant l'Union soviétique dans les années 89,
jusqu'à dans les années 94, en empêchant, vrai que l'Union soviétique sera dissoute entre-temps, mais en empêchant, les talibans ont été aidés par les Américains. Et les mêmes talibans dorénavant seront traités des terroristes. Et ils sont parvenus à mettre ça dans la conscience populaire, que des talibans sont des terroristes. Or, c'est des citoyens afghans qui étaient au pouvoir, qui ont été évincés du pouvoir. Mais on a utilisé cette résolution, faisant passer des vrais Afghans, des terroristes, détruire leur pays. Même résolution qu'ils ont utilisée pour couvrir leurs opérations contre l'Irak de Saddam Hussein. C'est très important. Donc, ils ont utilisé cette résolution 1373 de 2001 pour intervenir dans d'autres pays. Dire que ces pays abritent des bases terroristes qui ont permis d'attaquer les territoires américains. Mais nous autres qui sommes attaqués chez nous, dans l'espace AES, quant à l'ONU, pour évoquer cela, parce que c'est des résolutions prises au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, à ce niveau, les résolutions sont contraignantes. Ça, c'est très clair. Pourquoi nous évoquons les cas des pays de l'Est? Parce qu'il est dit dans la résolution 1373 que tous les États membres doivent s'abstenir d'apporter un soutien quelconque à ceux qui commettent des actes terroristes. Alors, demandez-vous, Iyad Galil commet des actes terroristes, oui ou non? Obeida, le chef d'Al-Qaïda, je vais arriver à ça. Est-il dans les actes terroristes, oui ou non? Mais bien sûr. Mais pourquoi alors France 24 fait sa communication jusqu'à aller tendre un micro au chef d'Al-Qaïda? Mais la résolution de l'ONU, elle est violée, elle est piétinée de long en large. Que disent nos fameux intellectuels, nos pseudo-intellectuels, les fameux légalistes, les fameux grands démocrates? Ils ne disent rien. Aucune plainte de leur part, même aucun communiqué de leur part, pour condamner cette violation de cette résolution. Il s'agit d'une résolution fondamentale du Conseil de sécurité des Nations Unies. La deuxième résolution que nous allons évoquer, c'est la résolution 1624 qui date de 2005. Et jetons un coup d'œil au contenu de cette résolution. Je cite. Elle appelle à l'interdiction de l'incitation au terrorisme, à sa prévention et au refus des personnes suspectées d'avoir commis des actes terroristes de bénéficier n'importe où dans le monde du droit d'asile. C'est très clair, cette résolution. Elle appelle à l'interdiction de l'incitation au terrorisme, à sa prévention et au refus d'asile aux personnes suspectées d'être impliquées dans les actes terroristes. Mais dites-vous, quand on dit qu'il est interdit d'inciter même au terrorisme, mais quand il y a des médias qui travaillent, qui font la propagande des terroristes, le Conseil de sécurité ne condamne pas. L'ONU ne condamne pas. C'est très grave. Je vais interpeller une fois de plus les pseudo-légalistes, ceux qui ont été vraiment à l'école occidentale, à l'école des impérialistes, qui ne comprennent rien des enjeux de ce monde. Il ne s'agit ni de questions de démocratie, ni de questions de droit international. Mais quand l'oncle Sam, les États-Unis mettent à prix jusqu'à 50 millions de dollars la tête du président élu du Venezuela, qui n'est pas un militaire, c'est un civil. C'est un président élu. Comme ils aiment le dire, il a été élu démocratiquement, Nicolas Maduro. Pourquoi mettre la tête d'un président élu dans ce pays à prix? C'est-à-dire quoi? On appelle à son élimination physique, à son assassinat. Et c'est une question de démocratie. Maduro a-t-il été élu, oui ou non? Oui, mais vu qu'il empêche le Venezuela, c'est la première réserve mondiale de pétrole. Vu qu'il empêche aujourd'hui les impérialistes de mettre la main sur ce pétrole, sa tête est mise à prix. C'est une question de rapport de force, comme l'a dit Emmanuel Macron. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. C'est tout. Dans quoi des pseudo-intellectuels africains sont encore? Et il est dit noir sur blanc de refuser les droits d'asile aux personnes suspectées des actes terroristes. Mais les Bilal Al-Sherif, mais ils vont en France tranquillement. Ils sont récits chez Tebboune tranquillement. Et plus grave, les impérialistes prennent soin de définir dorénavant qui est terroriste et qui ne l'est pas. Or, normalement, c'est au pays agressé de
de faire cette classification, de faire ces classements même. Dire qui est terroriste et qui ne l'est pas. Ce n'est pas aux pays impérialistes. C'est à nous, peuple malien, de dire qui est terroriste pour nous et qui ne l'est pas. C'est au peuple algérien de définir qui est terroriste là-bas. Et donc, bon, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne s'agit pas de questions de droit international. Tout ce que je suis en train d'évoquer, c'est des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous pouvez vérifier. Combien de pays aujourd'hui hébergent des chefs terroristes chez eux? Où se trouve Iyad Agali? Où se trouve Amadou Koufa? Où se trouvent les autres leaders, les autres chefs terroristes? C'est très clair. Alors, l'ONU, c'est une machination cette histoire. Alors, permettez-nous d'évoquer la résolution 2368 prise en 2017. C'est la troisième résolution. Nous avons parlé de 4 résolutions en tout. La résolution 2368 prise en 2017 est une sorte de prolongement de la résolution 1373 prise en 2001 à l'aube des attentats du 11 septembre. Mais cette fois-ci, c'est une résolution qui est très spécifique. Je dis bien très spécifique, parce qu'il cite des groupes terroristes. Je cite, je résume, c'est une résolution liée au financement de Daesh et d'Al-Qaïda. Donc la résolution vise le financement de Daesh et d'Al-Qaïda et exige des États membres de mettre à jour la liste relative aux sanctions contre ces groupes. Il s'agit de Daesh et d'Al-Qaïda. C'est un impératif pour tous les pays membres de l'ONU. Non seulement de sanctionner ces deux groupes, et surtout de mettre à jour. Et dites-vous, les deux groupes qui attaquent le plus l'espace AES, c'est encore Daesh et Al-Qaïda. Demandez-vous, les pays tout autour qu'on utilise comme base arrière, lesquels de ces pays a mis en place des sanctions contre Daesh et Al-Qaïda? Plus grave encore, des mails d'Hillary Clinton ont révélé qu'il y a des pays autour de l'espace AES qui ont signé des pactes de non-agression avec les mêmes groupes. Et l'oncle Sam le sait, tous ces pays le savent, personne ne lève le petit doigt. Qui est derrière Al-Qaïda et Daesh? Al-Qaïda a été un prétexte. Ils ont occupé certains pays. Daesh a été un prétexte. Partout où Al-Qaïda a été cité, ils ont mis leurs pieds là-bas militairement. Ils ont occupé les pays. Partout Daesh a été cité. Et c'est au nom de ces mêmes groupes, surtout Al-Qaïda, que Barkhane était là, que Takuba était là. Et on a créé Daesh même pour favoriser la présence de l'occupation de Takuba. L'ONU ne dit rien. Toutes ces résolutions sont violées. Aujourd'hui, Al-Qaïda, le chef d'Al-Qaïda est même interviewé par France 24, qui est un média financé par le contribuable français. C'est très grave. Aujourd'hui, Serge Daniel, Wassim Nasr font la communication d'Al-Qaïda. Qui, les chefs, mais c'est pas possible quoi. C'est juste une question de rapport de force. Si le riz s'était mis à lire des déclarations, il n'allait pas vaincre. Il n'allait pas triompher. Dans le cas de l'opération spéciale, ils ont triomphé militairement. C'est pourquoi Trump va rencontrer le président Poutine. Nous autres, il faut se muscler. Le monde là, c'est juste un rapport de force. Les pseudo-intellectuels, qu'ils sortent contredire ce que je suis en train d'avancer. S'ils ont les moindres arguments pour contredire ce que je suis en train de dire. C'est une exigence, c'est une obligation pour tous les pays membres de traquer le groupe terroriste, de sanctionner Al-Qaïda, Daesh, de refuser d'accorder les moindres droits d'asile aux chefs terroristes. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les faits? C'est tout le contraire. Cher peuple d'Afrique, la dernière résolution que nous allons évoquer, c'est la résolution 2462 prise en 2019. La résolution 2462 prise en 2019. Et là aussi, de quoi il est question? Jetez un coup d'œil. Elle est une sorte de prolongement de la résolution 1373 de 2001, de la résolution 2368 de 2017. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette résolution aussi?
Elle réaffirme, comme la résolution 1373 de 2001, la nécessité de prévenir et de réprimer le financement du terrorisme et encourage les États membres d'utiliser les capacités d'Interpol, voire même de l'OACI. Oui, les capacités d'Interpol, notamment leur base de données et leurs rapports d'analyse. Interpol doit collaborer avec chaque État membre pour lutter contre les sources de financement du terrorisme. Un accent est mis particulièrement dans toutes ces résolutions sur le financement du terrorisme. Et là encore, est-ce que les États coopèrent? Pourtant, tous les États ont l'obligation de coopérer. En lieu et place, des alliés qui viennent nous aider sont traités de mercenaires par certains pays voisins. Des pays même que nous avons eu à aider. C'est tout simplement une déception. Que disent les pseudo-intellectuels légalistes? Cette bourgeoisie impérialiste, elle ne dit rien. Plus grave encore, les mêmes conseils de sécurité, à travers notre résolution, a mis en place une direction de lutte contre le terrorisme où les États doivent se coordonner, DCT, qui emploie plus de 50 personnes. Les pays de l'Est ne sont pas de ce monde. Rien. Vous savez, quand on créait l'ONU, très peu de pays africains étaient encore indépendants. L'ONU, à sa création, avait acté la colonisation des pays africains. C'est très important de préciser cela. À sa création, avait acté la poursuite de la colonisation. Parce que pendant qu'on a créé l'ONU, il faudrait attendre plus de 10 ans, plusieurs années après, voire 15 ans pour certains, pour qu'on commence à voir des pays africains accéder à l'indépendance. Et de quelle façon? Les colons ont mis en place, principalement il s'agit de la colonisation française. Et ils ont mis en place un plan de décolonisation. Ce n'est pas aux colonisés de mettre en place leur plan, mais surtout le colon. C'est le colon même qui a mis en place un plan. Résultat, nous avons eu les fameux 11 accords coloniaux. Personne ne dit rien. Or, la colonisation, c'est quoi? C'est l'esclavage à la maison. Pas plus, pas moins. Or, dans tous les textes, on dénonce l'esclavage. Le néocolonialisme, c'est quoi? C'est la poursuite de l'esclavage à la maison, sous autre forme. Ça implique quoi? Des guerres inutiles. Où ça fait beaucoup. Regardez comment la RD Congo est endeuillée. Est-ce que les ressources de l'Afrique doivent être des malheurs pour les Africains? Si la RD Congo n'avait ni le cobalt, ni le lithium, ni le coltan, ni toutes ces ressources, les pays n'allaient pas aussi être endeuillés. Les pays endeuillés à cause de ces ressources. Et ce qui est la bombe la plus grave, ce n'est pas les armes là qu'on envoie contre nous. Non. C'est qu'ils ont pris le contrôle des cerveaux de certaines personnes. Ils ont mis en place un système qui fait que uniquement les plus bons élèves de leur système doivent diriger les pays africains. Or, les plus bons élèves de ces systèmes sont en réalité leurs pions qui vont travailler pour leurs intérêts contre les intérêts de l'Afrique. C'est triste, hein? Et ils ont créé une élite bourgeoise. Vous savez, depuis au temps de la colonisation, allez dans beaucoup de nos capitales, on va vous parler des villes, des cités, un endroit où les colons habitaient. Or, avant leur arrivée chez nous, rois, comme je ne sais pas, chefs qui, tout le monde se mélangeait dans la ville. Mais regardez, même actuellement, nous avons hérité de ces systèmes. On crée des quartiers des plus riches, et les autres là sont laissés à l'abandon. C'est le système colonial. Le colon, lui, il habitait dans des endroits où on avait droit à tout, et les populations africaines étaient laissées pour compte. C'est la même chose. Ils ont pris certains individus en Afrique, à qui on a fait croire que ce sont des intellectuels, ce sont eux qui ont le monopole de diriger. Et puis, en échange, ils doivent être redevables au maître colon et à son système, qu'il faudrait défendre bec et ongle. Malheureusement, on est dans ça. Chaque fois qu'un pays africain veut se libérer, vous voyez d'autres Africains, pour des raisons souvent futiles, se dresser contre ce combat de libération. C'est vrai, les impérialistes sont derrière, mais c'est toujours une main africaine qui accomplit le sale boulot. C'est une main africaine qui a ôté la vie
à Lumumba. C'est une main africaine qui a ôté la vie à Thomas Sankara. C'est une main africaine qui a ôté la vie au président Modibo Keïta. C'est une main africaine, une main africaine, une main africaine. Comprenez ce que je veux dire? Kadhafi n'a pas échappé à ce trésor. Nous vous remercions, peuple d'Afrique. C'était ça. On voulait confronter les pseudo-intellectuels à certains textes, à certaines résolutions des Nations Unies. Et pourquoi ils restent immobiles malgré toutes ces preuves? Vous comprendrez que souvent il s'agit d'intérêts personnels. C'est tout simplement des marmitologues, des ventrologues. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.